À Colmar, tout le monde s'en aperçut dès le début des visites. Petite ville alsacienne où tout le monde se connaissait, où les secrets étaient impossibles et les ragots valaient plus que l'euro. Quand Étienne Rousseau, 25 ans, beau garçon et célibataire, commença à rendre visite à Madame Geneviève Marchand tous les jours sans faute, toute la ville s'en inquiéta. Geneviève avait 83 ans. Veuve depuis 20 ans, elle vivait seule dans une maison à Colombage rue des Marchands, cette rue pittoresque aux petites maisons colorées que les touristes photographiaient à outrance. Elle n'avait pas d'enfants, ni de famille, proche connue. Réservée, polie dans la rue, mais peu sociable, elle achetait son pain à la boulangerie à 9 heures du matin et allait à la messe le dimanche. Hormis cela, on la voyait rarement. Étienne est apparu en septembre. Il arrivait tous les jours à 6 heures de l'après-midi. Il frappait à la porte verte de sa maison. Elle ouvrait, il entrait, il restait 2 heures. Il repartait à 8 heures. Toujours, sans exception. Pluie, neige, soleil, il venait. Les voisins se sont mis à compter. 1 semaine, 2, 1 mois, 2 mois, 3. Les spéculations étaient inévitables. Madame Petit, de la boulangerie, en fut l'instigatrice. Elle confia à sa cliente que c'était étrange. Un jeune homme beau et attentionné qui rendait visite à une vieille dame tous les jours. Il devait y avoir une raison. L'argent, sans doute. Elle devait cacher une fortune. Il la manipulait pour figurer dans son testament. La cliente acquiesça. Elle transmit l'information. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Monsieur Blanc, du café de la place, avait une autre théorie. Il disait que Geneviève était peut-être une parente cachée, une grand-tante par exemple, qu'Étienne lui rendait visite par devoir familial. Mais si c'était un membre de la famille, pourquoi ce secret? Pourquoi personne n'était au courant de ce lien? Le mystère alimentait les spéculations. D'autres murmures sordides circulaient. Madame Dubois, connue pour sa langue acérée, suggéra que c'était peut-être de nature sexuelle, que les vieillards aussi avaient des besoins, qu'Étienne était peut-être un gigolo, qu'il payait pour de la compagnie, voire plus. L'hypothèse fut accueillie avec dégoût, mais aussi avec une curiosité morbide. Possible. Le père Michel tenta de le défendre. Il dit que le garçon était peut-être simplement bon, qu'il rendait visite à une vieille dame isolée par charité chrétienne. Mais même lui admit que 2 heures par jour, pendant des mois, paraissaient excessives pour une simple charité. Il y avait autre chose. Mais quoi? Étienne ignorait les commérages. Ou bien il n'en savait rien. Ou encore, il s'en fichait. Il continuait d'arriver à 6 heures. Geneviève ouvrait la porte. Il entrait. La porte se refermait. 2 heures plus tard, il repartait. Il ne parlait jamais aux voisins curieux. Il n'expliquait jamais rien. Son silence ne faisait qu'attiser les soupçons. C'est Madame Laurent, la voisine, qui décida d'enquêter. J'avais 80 ans, la mobilité réduite, mais une curiosité insatiable. J'ai jeté un coup d'œil par une fenêtre donnant sur le salon de Geneviève. Les rideaux étaient généralement tirés, mais parfois il y avait un entrebâillement. Laurent commença alors une surveillance attentive. Ce qu'elle vit la troubla encore davantage. Étienne et Geneviève étaient assis au salon. Ils discutaient. Parfois, Geneviève pleurait. Étienne lui tenait la main. Parfois, il pleurait aussi. Elle le consolait. Parfois, il riait. Cela ne semblait pas sexuel, cela ne semblait pas professionnel. Cela semblait intime, familier. Mais comment? Laurent fit part de ses observations au cercle de commère, de nouvelles informations alimentaires, de nouvelles théories. Était-ce un fils caché? Impossible, le calcul était impossible. Geneviève avait 83 ans. Son fils devait avoir une 50aine d'années tout au plus. Un petit-fils? Possible, mais pourquoi ce secret? Les théories se multiplièrent sans trouver de réponse. Étienne travaillait à la bibliothèque municipale. Sa collègue, Sophie, fut interrogée. Que savait-elle? Étienne parlait-il de visite? Sophie dit qu'Étienne était discret. Il n'évoquait jamais Geneviève. Mais il semblait différent depuis septembre, parfois plus léger, d'autres fois plus triste, comme si quelque chose de profond se tramait. Mais quoi? 4 mois de visite quotidienne.
Décembre arriva. Colmar se préparait pour ses marchés de Noël. Les touristes envahissaient les rues, mais la routine d'Étienne et Geneviève demeurait inchangée. 6 heures de l'après-midi. Arrivée, 8 heures du soir, départ. Une horloge suisse immuable au milieu du chaos des fêtes. C'est le 23 décembre que tout a basculé. Non pas de façon spectaculaire, mais discrètement, comme souvent les secrets. Geneviève s'est évanouie dans la rue, en rentrant de la boulangerie. On a appelé une ambulance. On l'a emmenée à l'hôpital de Strasbourg. Étienne est arrivé à l'hôpital 1 heure plus tard. Comment le savait-il? Quelqu'un l'avait-il appelé? Qui? L'hôpital s'est renseigné sur la famille. Geneviève était semi-consciente et murmurait « Étienne ». Les infirmières ont supposé qu'il s'agissait de son fils ou de son petit-fils. Elles l'ont autorisé à rester auprès d'elle. Il y a passé la nuit. Le lendemain matin, l'état de Geneviève était stable. Les médecins ont conclu à une déshydratation et à un épuisement. Rien de grave. Mais à 83 ans, la moindre chute était sérieuse. Geneviève fut hospitalisée pendant 3 jours. Étienne était à ses côtés chaque jour. Il dormait sur une chaise inconfortable près de son lit. Les infirmières commentaient entre elles. Son dévouement était extraordinaire. Il l'aimait manifestement profondément, mais la nature exacte de leur relation demeurait floue. Le 26 décembre, Geneviève sortit de l'hôpital. Étienne la ramena chez elle dans une voiture empruntée. Il l'aida à monter les escaliers. Les voisins observaient à travers les rideaux. Laurent le vit lui préparer du thé, ajuster les oreillers, la couvrir d'une couverture. Les soins étaient empreints de tendresse, non pas professionnelle, mais personnelle. C'est finalement le père Michel qui les a confrontés. Il rendait visite à Geneviève le 28 décembre, dans le cadre de sa tournée pastorale. Étienne était là, comme toujours. Le prêtre leur demanda sans détour quelle était la nature de leur relation. Toute la ville spéculait. Peut-être qu'une clarification mettrait fin aux médisances. Geneviève et Étienne échangèrent un regard, un échange silencieux. Puis Geneviève dit qu'elle lui dirait, mais le prêtre devrait promettre de ne pas la juger, et il devrait garder le secret, sauf autorisation expresse de leur part. Le prêtre accepta. Geneviève commença son récit. L'histoire remontait à 58 ans. Elle avait 25 ans en 1965. Jeune, belle, elle était fiancée à un homme nommé Henri Marchand. Le mariage était prévu pour juin, mais en mars, un événement allait tout bouleverser. Geneviève a été violée. Rentrant du travail à pied, un soir, un inconnu l'a entraînée dans une ruelle. L'agression a été brutale. Elle a survécu mais est tombée enceinte. En 1965, en Alsace, région conservatrice, elle n'avait pas le choix. L'avortement était illégal et inaccessible. Poursuivre sa grossesse aurait entraîné une honte sociale. Henri, son fiancé, l'apprit. Il rompit immédiatement leurs fiançailles. Il déclara qu'il ne voulait pas élever un bâtard violeur. La famille de Geneviève était horrifiée, non pas par la violence elle-même, mais par la honte qu'elle engendrait. Ils l'envoyèrent dans un couvent d'une autre région pour cacher sa grossesse. Ils prétendirent que la rupture était due à une incompatibilité. Geneviève accoucha en novembre 1965. Un garçon. Elle ne le tint jamais dans ses bras. Il fut aussitôt placé en adoption. La religieuse lui dit que c'était mieux ainsi, que cet oubli était une forme de miséricorde. Geneviève retourna à Colmar en janvier 1966. Elle recommença sa vie. À 28 ans, elle épousa un autre homme, Marcel Marchand. Le mariage fut sans passion mais respectable. Marcel mourut en 2003. Ils n'eurent pas d'enfants. Geneviève passa 58 ans à penser à ce bébé qu'elle n'a jamais connu. Il y a 2 ans, son fils adoptif est décédé. Il avait mené une belle vie à Paris. Il n'avait jamais cherché sa mère biologique. Il s'était marié et avait eu un fils. Ce fils, c'était Étienne. Lorsque le père d'Étienne était mourant d'un cancer, il raconta l'histoire. Il expliqua qu'il avait été adopté, que sa mère biologique avait été victime de violence, qu'elle avait été contrainte de l'abandonner.
qu'il n'avait jamais cessé de penser à lui, grâce à une simple lettre qu'il avait réussi à faire passer clandestinement par une religieuse compatissante en 1965. La lettre disait « Tu n'as pas été élevé dans l'amour, mais tu es aimé malgré tout. N'oublie jamais. » Le père d'Étienne est décédé en demandant à son fils de retrouver sa grand-mère biologique. Étienne le lui a promis. Il lui a fallu 2 ans, mais grâce au dossier d'adoption, à des recherches et à un peu de chance, il a retrouvé Geneviève à Colmar. Il s'est présenté à sa porte en septembre. Il lui a dit qui il était. Elle ne l'a pas cru tout de suite. Il lui a montré des documents, les dossiers d'adoption, une lettre que son père avait conservée pendant 58 ans et l'écriture de Geneviève. Geneviève s'est effondrée. Son petit-fils, qu'elle n'aurait jamais imaginé rencontrer, était à la porte, tenant une lettre qu'elle avait écrite en larmes en 1965. Étienne lui a demandé s'il pouvait la rencontrer. Elle a dit oui, et c'est ainsi que les visites ont commencé. 2 heures par jour. Geneviève racontait sa vie, des histoires de violence qu'elle n'avait jamais vraiment surmontées, de son fils qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer, même sans le connaître, de ses regrets, d'un mariage sans amour, de décennies de solitude. Étienne parlait de son père, de l'homme bon qu'il était, de la vie qu'il avait construite, de ses petits-enfants, les arrière-petits-enfants de Geneviève, qui avaient existé, mais qu'elle n'avait jamais rencontrés. Pourquoi ce secret? Pourquoi ne pas en parler à la ville? Geneviève avait encore honte. La violence de 1965 n'était pas de sa faute, mais elle en portait le fardeau comme si c'était le cas. Elle ne voulait pas que la ville le sache. Elle ne voulait ni pitié ni jugement. Étienne respecta son souhait. Alors ils se rendirent visite en privé, retrouvant 58 années perdues, 2 heures à la fois. Le père Michel écouta l'histoire, les larmes aux yeux. Il la trouva extraordinaire et dit que leur amour transcendait la tragédie. Il demanda s'il pouvait la partager avec la communauté, car les commérages devenaient cruels et que la vérité leur ferait honneur à tous deux. Geneviève hésita. Étienne lui dit que la décision lui revenait. Elle réfléchit puis accepta. Elle expliqua qu'elle avait 83 ans, qu'elle portait la honte depuis 58 ans et qu'elle était lasse de se cacher. Le père Michel a raconté une histoire lors de son sermon du Nouvel An. L'église était pleine à craquer. Tout Colmar était là. Le prêtre a parlé de Geneviève, de violence, du fils qu'elle n'a jamais connu, du petit-fils qu'il a retrouvé 58 ans plus tard, de 2 heures par jour consacrées à rattraper le temps volé, d'un amour qui a survécu à des décennies de séparation. Un silence pesant s'abattit sur l'église. Puis, des applaudissements s'élevèrent. Madame Laurent, espionne dévouée. D'autres se joignirent à elle. Une ovation debout pour Geneviève, assise sur le banc, pour Étienne à ses côtés. Ce n'était pas une rédemption complète après l'épreuve qu'ils avaient à traverser, mais c'était une reconnaissance, une compréhension, des excuses collectives pour des mois de cruelles spéculations. Après la révélation, tout a changé. Les visites d'Étienne se sont poursuivies, mais elles n'étaient plus secrètes. Les voisins le saluaient à son arrivée. Ils offraient des gâteaux et les invitaient tous deux à dîner. Pour la première fois depuis des décennies, Geneviève avait trouvé une communauté. Elle n'était plus isolée par la honte. Étienne avait amené sa femme. Oui, il était marié, un détail que les commères avaient omis, et 2 jeunes enfants pour rencontrer Geneviève, ses arrière-petits-enfants. Elle pleura en serrant les enfants dans ses bras. C'était la première fois qu'elle touchait les descendants d'un fils qu'elle n'avait jamais connu. Une famille qu'elle croyait abandonnée par la violence de 1965. Geneviève vécut encore 4 ans. Elle s'éteignit paisiblement à 87 ans. Étienne était à ses côtés. Il lui tint la main jusqu'à son dernier souffle. Elle dit « Merci de m'avoir trouvé, de m'avoir donné une famille, de m'avoir prouvé que l'amour survit même à la violence. » Les obsèques furent plus importantes que prévu. Toute la ville était présente, non par obligation, mais par un respect sincère. La vérité qui a éclaté n'était pas un scandale. C'était une histoire de traumatisme, de survie, d'amour indéfectible. Personne ne comprenait pourquoi un jeune homme de 25 ans rendait visite chaque jour à une femme de 83 ans, car personne ne connaissait cette histoire.
Personne ne savait que ce bébé avait été arraché au bras de sa mère de 25 ans en 1965. 58 années de souffrance. Le petit-fils avait promis à son père mourant de retrouver sa grand-mère. 2 heures quotidiennes plus précieuses que l'or, consacrées à la guérison de la famille. Colmar avait appris qu'il ne fallait pas juger sans connaître toute l'histoire, qu'il comprenait combien les spéculations cruelles pouvaient blesser des innocents, qu'il comprenait que l'amour se manifestait sous de multiples formes, non seulement romantiques, mais aussi familiales, transgénérationnelles, bâties sur les ruines de la violence. Étienne, à 29 ans, 4 ans après avoir commencé ses visites, se rendait encore dans la maison héritée de Geneviève. Il s'asseyait sur le fauteuil où elle s'asseyait. Il regardait la lettre encadrée de 1965 accrochée au mur. « Tu n'as pas été élevé dans l'amour, mais tu es aimé malgré tout. » La vérité avait enfin éclaté. Non pas destructrice, mais libératrice. Et c'était, au final, tout ce qui comptait.